On va passer à la dernière séquence, à la dernière partie de cette conférence, et après avoir essayé de couvrir quelques exemples de, d'initiatives du secteur privé en lien avec le secteur public également, on va interroger les conditions nécessaires. Certaines de vos questions ont déjà eu trait à cet enjeu. On va interroger les conditions nécessaires au déploiement de ces financements, quels sont les obstacles, les leviers politiques qu'on peut aussi activer. Donc j'invite les participants à me rejoindre, et Élise Juguet également, qui est Managing Partner à Horus Development Finance, qui va être la modératrice de cette table ronde. Gifty Nar, qui est présidente et co-directrice du CORAD. Gifty, je t'en prie. Francesca Nugnes, qui est spécialiste du développement des capacités et du secteur privé au FIDA et à la plateforme de gestion du risque en agriculture. Guillaume Lefebvre, Guillaume est directeur général de l'IFCAM, c'est l'université du groupe Crédit Agricole, et qu'il est aussi secrétaire général de la Confédération internationale des crédits agricoles. Enfin, pour celles et ceux qui seront avec nous en présentiel, j'invite Oliver Ross, qui est coordinateur de la Agroecology Coalition, basée à Rome, et à distance avec nous, et je le vois, Kako Nubukpo, qui est commissaire pour l'agriculture, l'environnement et les ressources en eau à l'UEMOA, en direct du Sénégal. Je crois il a été retenu, il n'a pas pu être avec nous. Je précise aussi que Kako est membre du conseil d'administration de la Fondation Farm. Alors, il y a un participant de cette table ronde qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. C'est Stéphane Bijoux, il est député européen. Il devait participer à cette table ronde, mais il a malheureusement été retenu à Bruxelles, mais il a quand même voulu nous envoyer un témoignage vidéo. On le remercie et on va tout de suite vous passer son message vidéo. Madame la commissaire, Madame la présidente, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, parler d'agriculture, c'est forcément parler de notre relation à la terre, mais parler aussi de nos relations entre nous. C'est parler de ces hommes, de ces femmes qui travaillent très dur pour nourrir les autres. Dans cette période, nous devons bien évidemment entendre les inquiétudes du monde agricole. Alors que beaucoup préfèrent jeter de l'huile sur le feu, nous préférons être à l'écoute et apporter des solutions. Notre monde est complexe. Des nouvelles crises ont émergé et dans ce contexte, on doit faire preuve d'agilité tout en gardant le cap. Et ce cap, le Premier ministre Gabriel Attal l'a redit, c'est produire et protéger. C'est ce cap que je porte depuis le début de mon mandat, avec la conviction forte que nous devons réussir à réconcilier l'économie et l'écologie, et c'est exactement ce que nous avons fait dans nos chantiers pour consolider la PAC et le pacte vert. La PAC, c'est notre outil pour produire au niveau européen. On s'est battu pour maintenir son budget. La PAC, chaque année, c'est 9 milliards d'euros qui soutiennent plus de 400 000 agriculteurs en France. Le Green Deal, c'est notre bouclier européen face à l'urgence climatique. Nous savons que nous devons préserver les ressources de nos agriculteurs et protéger notre planète pour les générations futures. Le cap est clair. Réconcilier l'économie et l'écologie. C'est l'objectif indispensable, car nos agriculteurs sont en première ligne du dérèglement climatique. Je veux prendre pour exemple le territoire où j'ai grandi, l'île de la Réunion, frappé le mois dernier par un terrible cyclone qui a ravagé nos cultures et nos exploitations. En Outre-mer, nos agriculteurs doivent relever le défi de l'adaptation et certaines filières sont pionnières dans la transition agroécologique. Mais quand on parle d'agriculture, on parle aussi forcément de notre relation au monde. Bien évidemment, personne ne peut ignorer que l'alimentation est au cœur des crises qui percutent violemment notre monde. À Haïti, une personne sur deux a faim. À Madagascar, c'est tout le Grand Sud, et 500 000 enfants qui crient la famine. Parce que les urgences humanitaires sont graves, parce que l'Europe est leader mondial de l'aide publique au développement, notre réponse est attendue. Les exigences sont fortes au Parlement européen. Je défends la méthode des partenariats gagnant-gagnant pour relever le double défi de la sécurité alimentaire
et de la transition agroécologique. Dans un monde de rivalité, l'Europe doit être le partenaire fiable de coopération efficace. C'est particulièrement impératif dans nos relations avec l'Afrique. En 2022, l'Europe a lancé une stratégie de 150 milliards d'euros d'investissement avec nos partenaires africains. Cette force de frappe financière doit aller sur le terrain pour soutenir les projets. Je pense à la Grande Muraille Verte, un incubateur de solutions pour la sécurité alimentaire, pour la biodiversité, pour le développement, un trait d'union qui traverse le continent africain de Djibouti jusqu'au Sénégal. Alors pour encourager les initiatives locales, nous avons besoin d'une mobilisation générale à tous les niveaux. C'est le sens du nouveau pacte financier mondial initié par le président Emmanuel Macron en juin dernier. La feuille de route est claire, les institutions financières, les banques de développement, les acteurs privés, tout le monde doit jouer le jeu pour organiser un système de financement plus juste, plus accessible. Il faut concrétiser cette dynamique. C'est la clé pour tenir notre promesse d'un engagement solidaire et efficace auprès de nos partenaires. On le voit quand on parle d'agriculture, il ne faut jamais fermer les yeux sur les réalités du terrain. C'est pour cette raison que nous menons aussi la bataille de la simplification administrative pour aider nos agriculteurs à faire face à leurs défis. Nous devons aussi faire la chasse au contournement des règles censées protéger notre monde agricole. Et je veux à ce titre soutenir la proposition du président Emmanuel Macron pour un plan Egalim européen. En résumé, il faut pouvoir assumer la complexité des défis, il faut avoir le courage de redire que l'ambition et la cohérence sont les deux pôles qui permettent de trouver le juste équilibre. Ce cap est impératif quand on veut construire en Europe et dans le monde une agriculture au service des combats qui engage notre avenir commun. Je vous remercie. Alors, suite à cette belle introduction de Stéphane Bijoux, je vais reprendre la main sur l'animation de la table ronde. On va parler cette fois-ci des conditions nécessaires à la mise en place de financements alignés sur les objectifs du développement durable. Et donc, dans le cas précis, pour la mise en place de financements destinés à une agriculture plus durable et plus sociale. Donc le premier enjeu identifié pour diriger les financements vers l'agriculture durable, et on en a parlé au cours de la table ronde précédente, c'est l'enjeu de la mise en place d'un cadre qui permettrait d'identifier des projets d'agriculture durable, d'identifier des projets verts, mais aussi éventuellement un cadre qui permettrait de mesurer l'impact positif de ces projets. Le groupe précédent s'est exprimé sur la question et on a fait le choix de la reposer à certains de nos panélistes aujourd'hui, et notamment à Guillaume Lefebvre. Donc Guillaume, pourriez-vous nous indiquer les politiques, les outils utilisés au niveau des banques et d'autres organismes financiers qui sont en place ou en cours de mise en place pour faire face à cette importante question? Merci Élise. Alors effectivement, la question c'est comment identifier les projets verts, comment favoriser leur financement. Et si vous me permettez, sans faire trop d'exégèse ou d'orthodoxie financière, je vais d'abord me poser la question du pourquoi. Et remonter, et effectivement il y aura un lien qu'on va bien sentir avec la tenue de la table ronde précédente, et puis les questions qui ont été posées, notamment sur l'impact, et est-ce qu'il y a une causalité entre l'extra-financier, le financier, etc. Pour revenir sur le pourquoi, peut-être que j'ouvre des sentiers battus ou je ressasse des sentiers battus. Moi j'aimerais quand même qu'on remonte à pourquoi justement les banques et les entreprises, et pourquoi les entreprises privées sont amenées à se poser de cette question et à intervenir, et vous allez le voir très activement depuis déjà fort longtemps, déjà au moins une quinzaine d'années. Faut remonter ça finalement au mois de mai 2000 sur le Global Compact des Nations Unies, et la déclaration que pour ma part je connais assez par cœur, qui dit: ce pacte invite les entreprises à adopter dans leur sphère d'influence un jeu de valeurs. C'est la première fois qu'on parle des valeurs avec un S plutôt que de la valeur dans leur environnement
écologiques, enfin environnementales, et dans leurs pratiques sociales. Pourquoi les entreprises ont été amenées ça? C'est parce que, bon, il y avait le réchauffement, etc. Je ne reviens pas là-dessus, tout le monde le connaît. Et pourquoi les banques sont mises autant en avant là-dessus? C'est parce que les banques, finalement, une banque, je vais faire de la banque très rapide, hein, une banque, c'est une toute petite entité par rapport à l'impact qu'elle a. On focalise toujours sur les milliards d'euros qui constituent le bilan d'une banque, mais l'intérêt d'une banque, c'est de financer l'économie, donc c'est de favoriser ces transitions-là. Et d'adopter dans la sphère d'influence une transition des actifs verts, des actifs bruns aux actifs verts. Donc voilà pourquoi les banques sont aussi mises en avant là-dessus et pourquoi elles ont un rôle et une responsabilité, non seulement en raison d'une forme de pression sociale, mais aussi d'une pression réglementaire. C'est parce qu'elles sont un passeur de financement et de transition financière vers une économie plus verte. Alors maintenant, beaucoup plus très concrètement, pour répondre à votre question, c'est quoi les outils? Et là, on va revenir notamment sur la notion d'impact qu'on a évoquée tout à l'heure, parce qu'il est clair que dans les ODD, les 17 ODD des Nations Unies, l'agriculture a sa part. Très large, d'ailleurs. Il y a plusieurs ODD dans les 17 qui concernent le monde agricole, j'y reviendrai ultérieurement. De manière très pratique, et je vais être peut-être un peu réducteur, mais au moins didactique, il y a deux types d'outils en matière de prêts qui peuvent être mobilisés. Il y a ce qu'on appelle les prêts verts, les green loans, hein, et puis il y a ce qu'on appelle les indexed loans, ESG indexed loans. Tout à l'heure, on a demandé à ce qu'il y ait une redéfinition de l'ESG, etc. Très très rapidement, hein, les prêts verts, les outils des prêts verts qui ont été déployés chez les très grandes entreprises, qu'elles soient d'ailleurs de la chaîne alimentaire ou pas de la chaîne alimentaire, il y a une dizaine d'années, ce sont des prêts affectés sur des actifs qui sont objectivement verts ou qui ont une notation verte, type en social, ça peut être des écoles, dans les transports, ça peut être des bus qui ont un impact carbone moindre, en agriculture également des projets. Donc ça, c'est ce qui va favoriser le financement d'entreprises agricoles, très honnêtement plus dans le monde dit occidental et qui progressivement se déploie sur des projets plus petits. L'identification de projets est moins difficile que... il y en a plein des projets. Il y en a plein des projets verts. Plein, que leur financement. Et puis les fameux index loans, c'est la même chose, mais finalement en plus large. C'est-à-dire que là, on peut financer les besoins généraux de l'agriculture et de l'agriculteur en particulier, mais cette notion d'index, finalement, c'est une question qui va permettre de bonifier le prêt en fonction de la performance environnementale et ou sociale du prêt. Ce qui pose du coup la question, et je ne vais pas trop pontifier là-dessus, la question, comment on fait ? Comment ça se mesure et comment on peut donner un bénéfice d'un prêt à un agriculteur qui va lui coûter moins cher que prévu ou parfois peut-être un petit peu plus cher. En général, c'est plutôt moins cher. Pour ça, on peut avoir des indicateurs externes par des agences de notation externes qui donnent des indicateurs et puis on peut avoir des indicateurs internes qui sont ceux choisis par l'emprunteur, en l'occurrence le monde agricole, l'agriculture, l'entreprise agricole, ça de manière très, très générale. Nous, il nous semble que les indicateurs internes sont bien mieux utiles, enfin bien plus utiles, bien mieux prescrits pour ce genre de financement. Pourquoi? C'est que quand on a des agences externes, les indicateurs sont trop génériques et on a un mal fou finalement à établir cette causalité, ce bien-être, cette économie du bien-être entre finalement ce qu'on a financé et son impact environnemental et ou social. Parce que par extension, l'agriculture, ça a un très fort impact social. D'accord ? Tandis que quand c'est des indicateurs internes, s'ils ont été choisis de manière conjointe par l'emprunteur et le prêteur, là, c'est beaucoup plus pertinent. Ce qui signifie aussi, et j'en finirai par là, que vous voyez bien que le monde financier, pour prendre un terme, ou la finance, mais disons les banques, eux, ont un intérêt partagé. On va revenir vers ce que disait M. Bijoux juste avant moi. On est dans une logique de la conciliation, d'intérêt partagé entre le prêteur et l'emprunteur. Pourquoi? Parce que pour que l'emprunteur puisse se prévaloir d'avoir favorisé le verdissement de cette économie, il faut bien qu'il puisse être contrôlé, il faut bien que ce soit opposable. Et donc ça veut donc dire que l'emprunteur et le prêteur vont faire un suivi périodique, sur base annuelle ou biannuelle, etc., de ces indicateurs, qui, s'ils sont neutres, vont faire que le
taux d'emprunt va rester neutre, et s'ils sont plus performants que prévu, le taux d'emprunt va descendre. Très très rapidement, sur les ODD, ça veut donc dire que ces indicateurs peuvent être des ODD. Ces indicateurs, ça peut être par exemple un indicateur, le numéro 6 des ODD, l'eau plus propre. Ça veut dire que ça peut être, dans l'aquaculture cette fois-ci, le 14, la vie aquatique. Ça veut dire que ça peut être la vie terrestre, le numéro 15. Pour moi-même, qui suis représentant d'un organisme de formation, et ce n'est pas de l'agriculture, même si on forme des jeunes agriculteurs, ce serait le numéro 4, l'éducation de la vie. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt conjoint, on rentre dans une économie coopérative, le préfixe co avec, d'opérer ensemble entre le financeur et son emprunteur pour un monde meilleur. Merci beaucoup Guillaume pour mettre un petit peu en parallèle d'autres travaux menés notamment par l'Agroecology Coalition. Oliver, je crois qu'au niveau de la coalition, vous avez participé également au développement d'une méthodologie pour mesurer le caractère agroécologique d'un projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait, merci beaucoup pour cette question et bonjour à tout le monde. Donc avant de répondre, je voulais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la coalition pour l'agroécologie. La coalition pour l'agroécologie, c'est une initiative multipartenaire qui a été lancée formellement dans le cadre du forum, de sommet mondial sur le système alimentaire qui est tenu il y a 2 ans. Dans le cadre de cette coalition, il y a plusieurs initiatives multipartenaires ont été lancées. Il y a certaines ont été mentionnées ce matin, soutenues par la France, comme le School Meals, mais aussi la Coalition pour l'agroécologie. C'est une coalition qui essaie de contribuer à l'accélération de transformation du système alimentaire par biais d'agroécologie, en travaillant sur 3 axes. La première, comme levier, c'est le politique. Faciliter, promouvoir, mais aussi soutenir plusieurs politiques qui favorisent la démarche agroécologique et le démarche similaire. Deuxième, travailler aussi sur les finances, promouvoir, plaidoyer pour l'accroître de financement envers l'agroécologie. Et troisième, utiliser justement et faciliter de co-création et partage de connaissances envers l'agroécologie en utilisant cette connaissance comme si c'était une véritable évidence pour justement alimenter le plaidoyer envers le financement pour l'agroécologie, mais aussi pour promouvoir l'engagement politique et soutenu et d'avoir beaucoup plus de politiques qui facilitent la transformation du système alimentaire à travers l'agroécologie. Et justement, dans le cadre de ces 3 workstreams qu'on appelle ça, une des activités phares, c'est le développement d'un outil méthodologique pour tracer dans quelle mesure, ou évaluer dans quelle mesure un projet, un portefeuille de programmes sont dans le spectre d'agroécologie, en appuyant sur le travail des experts, de High Level Panel of Experts, qui ont développé le 13 principes d'agroécologie, qui est parfaitement aligné sur les 10 éléments d'agroécologie promus par la FAO. Donc, cet outil-là a été élaboré avec une vingtaine d'experts dans le monde Development Finance jusqu'à l'utilisateur, en utilisant de 13 principes d'agroécologie, en identifiant quels sont des indicateurs proxies qu'on peut utiliser pour dire que c'est une démarche qui effectivement essaie de concrétiser le principe de participation, par exemple. Donc, du coup, vous avez un projet et avec le 30 principes, il y a un petit indicateur, 3 ou 5, pas plus, et vous pouvez auto-déclarer dans quelle mesure un certain projet répond à cet critère en utilisant certains indicateurs. De 0 à 2, 0 étant le plus bas et 2 étant le majeur. Et à la fin d'exercice, vous allez avoir une espèce de schéma qui montre dans quelle mesure votre initiative, un projet, programme, portefeuille est proche ou loin
d'agroécologie. Et à la fin de cet exercice, vous aurez certaines recommandations comment vous pouvez améliorer votre projet en traitant certains éléments de certains principes d'agroécologie. Enfin, cet outil, ça nous permet à la fin, après 1 an ou 2, de tracer la trajectoire de financement agroécologique par le biais, à travers du financement société FIDA, ou le GIZ, ou l'AFD, etc., pour nous permettre d'avoir la trajectoire. C'est vrai que dans les 10 ou 15 dernières années, l'agroécologie commence d'être connue, mais on constate que le financement qu'ils ont mis à disposition, qu'ils ont investi à travers l'écologie, c'est encore loin de reconnaissance qu'on espère, en tout cas encore loin de reconnaissance qu'il mérite. Donc cet outil-là, on espère de nous permettre encore plus loin de proposer sur la base de certaines données utilisées et partagées par les utilisateurs, notamment les bailleurs. Ça nous permet justement de pousser encore plus et plaidoyer pour l'accroître de financement vers l'agroécologie. Excusez-moi pour mon français, mais c'est un petit peu pour... Merci beaucoup Oliver, c'est très bien, très clair. Et c'est vrai que dans un contexte de transition, la notion de trajectoire est très importante. Je crois qu'on a dans la salle François Grenade d'Umundi qui pouvait nous proposer un témoignage justement sur la mise en pratique de la méthode développée par l'Agroecology Coalition. Oui, bonjour à tous. Enchanté, François Grenade de Umundi, association qui soutient la transformation des systèmes alimentaires à la fois en Afrique, en Amérique latine et aussi en Belgique, en Europe. On m'a demandé en effet d'expliquer notre expérience récente qu'on a eue dans l'évaluation en fait de politiques publiques dans leur soutien à l'agroécologie. Donc on a eu l'occasion de contribuer dans les 5 dernières années à une étude sur le soutien de la politique belge d'aide au développement à l'agroécologie. Et puis alors récemment, c'est encore une étude qui est sous embargo, on a analysé l'ensemble des flux financiers qui passent par la région wallonne, donc la région francophone de Belgique, et qui sont destinés au système alimentaire pour aussi identifier leur soutien à l'agroécologie. Et donc on a utilisé en effet cette grille basée sur les 13 principes qui nous semble être un outil en fait important parce qu'aujourd'hui l'agroécologie elle est mise un petit peu à toutes les sauces et donc c'est important de rendre le concept opérationnel en le transformant en ces différentes dimensions qui ne sont pas, comme on l'entend souvent, uniquement des dimensions d'écologisation des pratiques agricoles qui sont aussi en grande partie des principes d'équité et de justice sociale. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Et alors, quelques éléments qu'on peut apprendre en fait en faisant des études de ce type. Premièrement, ça je pense que voilà, sans doute certains d'entre vous sont au courant, mais on se rend compte en faisant ce type d'études approfondies que les fonds pour l'agroécologie en fait ils manquent cruellement. Quand ils existent, ce sont souvent des petits fonds qui sont parallèles et qu'en fait l'intégration des principes de l'agroécologie, on va dire aux grands champs politiques, aux grands outils financiers, sont relativement faibles. Ça c'est un premier élément de conclusion. Le deuxième, c'est que en fait il y a un véritable besoin justement d'incorporer ces principes vraiment dans le cœur de la stratégie agroalimentaire en fait dans les politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin en fait d'une locomotive agroécologique, comme c'est vraiment une approche holistique. On a besoin que ce soit basé au centre de la stratégie plutôt qu'aujourd'hui. On a plutôt l'impression que c'est un petit wagon qu'on vient raccrocher en dernier pour faire plaisir. Ce sont des side projects, mais qui n'influencent que très partiellement en fait le système socio-technique dominant. Voilà. Et alors, dernier petit élément de conclusion, c'est qu'aujourd'hui, face à la gronde du monde agricole, on assiste plutôt à un recul des questions environnementales et finalement les porteurs de l'agroécologie sont un peu en retrait alors qu'en fait la transition, comme le disait tout à l'heure le monsieur qui représentait les agriculteurs, on a besoin d'un changement de logiciel et en fait les principes de l'agroécologie permettent ce changement de logiciel, on en a cruellement besoin aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup François. On voit donc qu'on parle de financement public ou de financement privé, de financement commerciaux ou de financement philanthropique. La question de l'identification et du suivi, elle est bien sûr très très importante pour s'assurer que les fonds sont mobilisés à bon escient. Pour que des financements de l'agriculture durable se mettent en place, il faut donc que les financiers puissent reconnaître les projets qui correspondent, mais il faut aussi, sur le terrain, qu'une demande existe et soit portée pour ce type de financement. Donc, on voit que l'un des enjeux du financement de l'agriculture en général, c'est de mettre des fonds à disposition d'unités de production multiples et parfois de très petite taille, et c'est notamment le cas dans les pays du Sud. Olivier, comment faire pour que ces sources de financement donc, soient effectivement rendues accessibles aux agriculteurs, et quel est le risque peut-être que de nouvelles exigences liées à la durabilité aient un effet d'exclusion sur certains, et en particulier sur les plus vulnérables ou les moins bien connectés? Mais oui, c'est bien d'avoir tous les critères d'éligibilité, mais parfois on se demande même qui a établi ces critères. Est-ce que ces critères est-ce que le end user se reconnaître dans ces critères-là? Est-ce que dans quelle mesure ces critères ont été développés? Dans quel point de vue? Est-ce que beaucoup plus sur l'utilisation efficace de financement, ou c'est pour répondre à vrais défis, les gens qui sont censés les utiliser? Donc, du coup, je pense que cette question de critères, c'est tellement important. Il faut que le end user se reconnaisse dans ces critères-là, parce que sinon, ça sert un peu rien du tout, parce que ça devient beaucoup plus un frein qu'une aide pour le paysan. Donc, je pense que c'est d'abord essentiel de développer ou co-développer cette notion de critères d'éligibilité. Ça, c'est le premier. Et lié à ça aussi, c'est une question de accessibilité et donc accountability également. Donc, c'est une fonds pour que ce soit utile, il faut que ce soit crédible envers les utilisateurs. Donc, être crédible, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'accéder. Et donc, pour moi, c'est très important que dans le développement de tous les critères de mécanismes de financement, les end-users sont toujours le premier qu'on pense. Si on constate que ce mécanisme-là de financement n'est pas accessible ou compréhensible par les gens qui sont censés l'utiliser, mais pourquoi le mettre en place pour commencer? Merci beaucoup. On a vu également, eh bien pour qu'il y ait une demande pour des financements verts, il faut qu'il y ait une volonté en fait sur le terrain de mise en place de pratiques d'agriculture durable. Donc on a un enjeu qui peut être peut-être plus prégnant dans certains pays que d'autres, mais en tout cas un enjeu de susciter l'intérêt des producteurs et des autres entreprises des chaînes de valeur agricoles pour la transition agroécologique. Gifty, je crois que vous avez une expérience assez intéressante à partager sur le sujet avec les producteurs burkinabés. Merci beaucoup Élise et bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir d'être là. Alors donc, on a tous compris que la transition agroécologique, c'est un processus complexe de moyen et long terme qui implique des changements profonds. Et donc, on peut se demander, la première question, c'est pourquoi un producteur va s'engager dans un tel processus s'il est déjà dans sa zone de confort. Et donc, cette question du pourquoi est pour nous très importante sur le terrain avec les agriculteurs. Et on a aussi entendu la nécessité de construire les systèmes de pensée, et tout à l'heure on a évoqué la nécessité de changer de logiciel. Donc c'est vraiment tout un processus de transformation à l'échelle du producteur qu'il faut. Et donc pour nous le premier challenge, c'est comment donc amener le producteur à adhérer. Et pour qu'il adhère, il faut qu'il donne du sens à ça. Et cela nécessite de nouvelles approches d'animation, de dialogue, de formation,
qui permettent aux producteurs de remettre la question du sens, la question de la responsabilité sociale, la question de la responsabilité environnementale, pour qu'ils puissent franchir le cap de dire oui, je m'engage en connaissance de cause, en sachant que c'est plus exigeant, en sachant que ça me demande beaucoup plus d'efforts. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et au Burkina, on a développé une approche qui permet de travailler sur ces questions de valeur, de sens et de responsabilité, et qui est une adaptation du bilan de compétences qui se fait en Europe et qu'on appelle la démarche Tillet, et qui a aussi pour avantage de remettre la famille au cœur de ce dialogue-là, parce que l'exploitation agricole, c'est pas seulement le chef d'exploitation, c'est aussi la femme, c'est les enfants. C'est vraiment ce processus qui permet vraiment à tous ces acteurs impliqués de dialoguer pour se donner une nouvelle vision de l'exploitation et pour être beaucoup plus ambitieux sur les transformations à opérer avec vraiment un engagement de tous. Et je vous assure que sur le plan des relations, et de la valorisation du rôle de la femme et de l'implication de la femme, ces approches ont beaucoup d'impact. Et le deuxième point, une fois que le producteur a fait le pas de dire j'y vais, il y a tout de suite une question qui va venir, c'est voilà, quel risque je prends? Voilà la question du risque, sachant que toute transition implique un tâtonnement, de la recherche, des risques d'échec. Alors, qui assure cet échec? Est-ce que c'est le producteur, sa famille qui endosse tout ça au nom de la durabilité environnementale ou même au nom de la santé? Et donc, il faudrait aussi que dans l'accompagnement, le producteur soit rassuré, soit à travers l'approche progressive ou à travers des évidences qu'on déploie. Donc, il y a vraiment tout un processus aussi pour accompagner le producteur une fois qu'il a décidé de faire le pas à y aller vraiment. Donc la question de la gestion du risque et le financement de ce risque-là aussi nous interpelle. Et le dernier point, n'oublions pas que l'agriculteur, sa famille, c'est des acteurs économiques. Voilà. Donc si on ne convoque pas la question des marchés, des débouchés, on peut avoir un très beau processus où les gens s'engagent, mais tout de suite vont se désengager. Et nous, on a connu ce problème au Burkina où on a vraiment, à travers tout ce processus, engagé des jeunes, une trentaine de jeunes qui étaient décidés à aller dans la transition. Mais au bout de l'année, ils ont tous fait marche arrière parce que le marché ne suivait pas. C'est des zones rurales, hein, on est en milieu rural, et où le critère d'achat, c'est d'abord le coût. Et donc, malgré les sensibilisations que nous avons faites au niveau des consommateurs, tout de suite, les gens sont allés d'abord sur les produits conventionnels, puisque c'était moins cher, et les jeunes étaient assez découragés parce qu'ils y ont mis beaucoup d'énergie, et du coup, on les a perdus. Voilà, donc la question du marché, et vous savez aussi qu'au Burkina, on a ces questions de sécurité, où la zone urbaine n'était plus accessible pour transférer les produits, et donc du coup, ça a été un échec dont on a tiré toutes les leçons. Donc, une fois que le pourquoi est réglé et que toutes ces questions convainquent le producteur d'y aller, il y a le comment. Et le comment, c'est vraiment tout l'accompagnement pour aller dans cette perspective de long terme, parce que actuellement le système est basé sur les campagnes. Je prépare ma campagne agricole, alors que pour aller dans un processus de transformation, il faut être dans du moyen et long terme. Et le conseil agricole aussi doit s'adapter à cet accompagnement de moyen et long terme. Et ça, c'est pas toujours évident. Il faut que le conseil agricole soit plus holistique. Parce que là, on a beaucoup travaillé sur les méthodes, les outils, les pratiques, mais là, il faut concilier la dimension sociale, la dimension économique, la dimension culturelle. Donc, il y a pas mal de dimensions, et on se demande quel peut être le profil de ces conseillers agricoles pour accompagner cette transition agroécologique. Et bon, donc, nous, dans le cadre d'un réseau sur les services de conseil agricole en Afrique de l'Ouest et centrale, nous travaillons sur ce que nous appelons le profil du nouveau conseiller, enfin, du conseiller en agroécologie, et donc on appelle l'agroécologisation du conseil. Voilà, donc ça c'est aussi des défis qui nous interpellent. Donc voici ce que je peux partager sur voilà, comment engager les producteurs à y aller et comment après s'assurer que c'est un vrai succès, qu'on ne les perd pas, parce qu'on les aurait confrontés à trop de défis, trop de difficultés et trop d'échecs.
Merci beaucoup Gifty. Tu as évoqué à juste titre le risque perçu de s'engager dans une démarche de transition auquel font face les agriculteurs. Et cette notion de risque, elle est vraiment clé quand on cherche à mobiliser des financements, qu'elle soit à l'échelle du producteur ou à l'échelle du financeur. On parle du risque de s'engager dans des nouveaux modes de production, mais on n'oublie pas non plus le risque climatique qui aujourd'hui s'impose déjà aux producteurs, dans le sens où l'agriculture durable, c'est pas seulement atténuer ou diminuer des émissions de CO2, mais c'est aussi normalement rendre l'agriculteur plus résilient. On voit bien que cette notion de risque, elle est vraiment clé. Et donc je vais donner la parole à Francesca, pour qu'elle nous présente un petit peu la manière dont la plateforme pour la gestion des risques agricoles, elle accompagne les producteurs justement pour accroître leur résilience face à cette large palette de risques. Merci beaucoup. Je prenais note pendant que vous parliez, madame, justement. Donc, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous. Merci pour les questions intéressantes, les interventions des collègues. Donc, oui, voilà, la plateforme pour la gestion des risques agricoles. Je prends quelques secondes pour vous en parler. C'est une plateforme qui est hébergée par le FIDA, mais elle est financée par plusieurs bailleurs de fonds, surtout l'Agence française de développement, puis l'Union européenne, la coopération italienne, le FIDA même. Nous adoptons une approche holistique à la gestion des risques, c'est-à-dire que nous analysons tout type de risques, production, de marché financier, mais aussi tous les aspects sociaux et institutionnels, et avec une perspective de genre, ce qui n'est pas un petit détail, et nous accompagnons pas seulement les producteurs, mais tous les acteurs de la filière agricole, et pour mieux gérer les risques, et donc prendre le courage d'aller demander un prêt. Et nous avons surtout deux phases pour accompagner les producteurs et les acteurs de la filière agricole. Une première phase, c'est une phase d'analyse des risques agricoles. Donc, nous faisons une évaluation quantitative des coûts économiques associés à tous les risques possibles. Et puis, ensuite, nous passons à identifier les outils de gestion des risques. Donc, c'est où, effectivement, la valeur ajoutée de la part. Mais je pense que dans la salle, tout le monde connaît quels sont les risques agricoles. Donc, je ne vous apprends rien en vous donnant une liste des risques agricoles par pays ou par filière. Donc, la contribution de la PARM, qui s'est faite avec l'appui de tous les experts de chaque pays, ainsi que du gouvernement des pays où nous travaillons, consiste à identifier les risques prioritaires. Donc, les risques qui présentent le coût majeur, si jamais ils occurrent. Et surtout, la valeur ajoutée de la PARM, je trouve que c'est qu'on essaye de créer un consensus parmi tous les acteurs de la filière sur quels soient les outils de gestion des risques. Je parle notamment d'un paquet d'outils. Donc, c'est pas, comme on disait ce matin, c'est pas un problème, une solution, mais c'est vraiment un paquet d'outils potentiels qu'on puisse utiliser. Donc, toute cette analyse donne des informations très granulaires qui sont importantes pour les producteurs, mais aussi pour les investisseurs, pour mieux gérer les risques et réduire les risques d'investissement en agriculture. Une deuxième phase d'accompagnement que la PARM propose, c'est un renforcement des capacités, car bien évidemment, il faut du financement, mais le financement, il faut qu'il vienne avec un renforcement des capacités, encore une fois, dans une optique de réduction des risques, mais aussi d'inclusion financière, ce qui est important aussi. Donc, nous organisons des ateliers pour apprendre la méthodologie d'évaluation des risques agricoles, et souvent, les participants aux ateliers nous font remarquer que le fait d'avoir différentes catégories de participants aux ateliers, ça peut être les producteurs, les acheteurs, les financiers, le gouvernement, les universités, les centres de recherche, ce dialogue qui s'est créé autour de la table, c'est en soi un outil de gestion des risques. Et ça permet encore une fois aux producteurs même d'être outillés, comprendre comment gérer les risques. J'ai fait un petit exemple. Au Burkina, on a parlé longtemps du système de warrantage.
Et le fait de pouvoir stocker une partie de la récolte dans un dépôt représente une façon pour les producteurs et les productrices de pouvoir aller chercher un financement avec à côté une forme de garantie. Ce qui est important, surtout dans les cas de petits fermiers qui souvent n'ont pas des autres actifs à proposer. Et là, je termine. Les activités de la PARM s'achèvent ou peut-être commencent avec l'institutionnalisation de la gestion des risques agricoles qui, tout simplement, ça veut dire nous accompagnons les organisations à intégrer dans leurs pratiques, dans les cas du secteur privé ou dans les curricula des universités, la méthodologie de gestion des risques, avec notre approche holistique, pour pérenniser l'impact de nos interventions. Voici comment la PARM accompagne les producteurs et tous les autres acteurs dans le processus éventuellement pour la demande d'un financement. Merci. Merci beaucoup, Francesca. On a parlé des agriculteurs, mais les entreprises en amont et en aval des chaînes de valeur ont aussi beaucoup de potentiel pour engager la transition de l'agriculture vers plus de durabilité. Je vais passer la parole à Guillaume pour qu'il nous explique de quelle manière les banques peuvent accompagner ces entreprises pour mieux répondre aux enjeux de durabilité. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, c'était liminaire dans la table ronde précédente également. Le débouché, finalement, ces entreprises de transformation sont aussi un débouché de toute la chaîne. Et c'est bien à ça que je vais situer la banque dans cette chaîne. On peut l'appeler chaîne alimentaire, on peut l'appeler chaîne de valeur, mais vous allez voir, quand on va parler de valeur, on va parler de plusieurs valeurs. Alors, de manière un peu facétieuse, tout à l'heure, je vous ai fait rajeunir de 24 ans avec le Global Compact, et là, je vais vous faire rajeunir de 40 ans. En revenant à 1984, et 1984, c'est la production d'un livre écrit par un universitaire américain qui s'appelle Freeman, qui, pour la première fois, mentionne ces fameuses parties prenantes, les fameux end users qu'on évoquait tout à l'heure. Et à l'époque, tout le monde est un peu circonspect parce que finalement, le but de l'entreprise, quand on dit aux gens, décrivez c'est quoi l'objectif de l'entreprise, c'est générer des profits. J'allais dire, non pas au mépris, il n'y a pas forcément de connotation, mais au détriment des externalités positives ou négatives de cette génération de profit. Mais finalement, ce qui est intéressant, alors je fais cette petite circonvolution, mais je vais répondre à votre question, dans le livre de Freeman, c'est qu'il dit l'intérêt de ces parties prenantes, c'est pas de les prendre comme des ennemis de l'entreprise. Toute cette constellation de fournisseurs et de clients autour de l'entreprise, c'est pas des ennemis de l'entreprise, ce sont des raisons d'être de l'entreprise au motif que moi, que je sois banquier ou entreprise, j'ai besoin de clients et mes fournisseurs ont besoin de moi. Et j'ai aussi besoin de mes fournisseurs. Et on va y venir pour quelques-unes de ces grandes entreprises qui commencent à avoir des carences dans leur fourniture. Or, finalement, un cycle de comptabilité industrielle de base, c'est quoi? C'est acheter des matières premières, les transformer en produits finis et vendre ces produits finis. C'est vraiment basique. J'espère que je ne suis pas trop abrasif, mais c'est tout simplement ça. Et à partir de ce moment-là, et c'est là que je vais répondre à votre question, à partir du moment où on considère que j'ai besoin de mes clients, mes fournisseurs ont besoin de moi et réciproquement, oui, effectivement, c'est l'intérêt des organismes financiers, non seulement parce qu'ils y sont obligés par des réglementations qui les y obligent maintenant, notamment d'observer avec sagacité les indicateurs extra-financiers, mais c'est aussi leur intérêt. Réglementation, rapidement, hein, Grenelle 2 de l'environnement, décret européen de 2011 transféré dans la loi française en 2012. Et puis là, on va y venir pour les très grandes entreprises à l'époque. Et ce dont je vous parle pour l'instant s'applique plutôt aux très grandes entreprises en général et agroalimentaires en particulier. Pourquoi c'est aussi important pour le banquier de regarder ces données extra-financières qu'on qualifie de reporting extra-financier? Mais c'est que finalement, quand on regarde le financier, c'est quoi? On dit c'est le résultat. D'ailleurs, c'est le compte de résultat. Mais c'est le résultat de quoi? Quand on a l'œil un peu exercé, un bon analyste financier, il va très vite vous dire hein, quoi ça ressemble à un bilan, un compte de trésorerie, un compte de résultat. Mais ça ne donne pas la cause première de la performance qui va conduire vers la soutenabilité, si vous me passez le néologisme, ou la sustainability, d'accord? Et l'indicateur extra-financier, finalement, je suis peut-être un banquier un peu
différent, mais je l'assume, c'est ça. L'indicateur extra-financier, il vous montre le comment plus que le combien. Il vous donne le pourquoi ça va être soutenable plus que le fait qu'aujourd'hui, ça rapporte beaucoup d'argent ou pas, etc. Donc effectivement, on regarde, je ne sais pas si toutes les banques le font, mais dans le groupe qui m'emploie, le Crédit Agricole, on regarde avec beaucoup d'intérêt et on s'est beaucoup formé à exercer, j'ai pris le terme de sagacité, esprit critique, mais au sens le plus noble du terme, ces indicateurs extra-financiers. Au point d'ailleurs, pour faire un lien avec l'intelligence artificielle, qu'on les analyse, on les décortique, tant sur la partie qualitative que quantitative, parce que vous voyez, on dit souvent l'essentiel est visible au regard, l'indicible, la soutenabilité, elle est dans l'indicateur extra-financier qui va être une cause première du financier. Clairement, il y a, on commence à le voir, de plus en plus une causalité positive ou négative en fonction des pratiques, d'accord, entre l'extra-financier et le financier. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, vous l'avez compris, j'en parle avec passion. Et vous voyez que là, les banques les plus avancées, effectivement, lisent ça avec beaucoup d'intérêt. Je vais vous donner un exemple. Puis je vais l'assumer, c'est Mathieu qui m'a donné l'exemple. Hein, c'est Agrial, par exemple, et son plan climat. Quand on regarde le plan climat de Agrial, il est extraordinaire parce que il montre bien qu'ils sont intéressés à leur empreinte carbone, comme tout un chacun en quelque sorte, mais aussi qu'ils s'intéressent à leur sourcing de matières premières, qui est une condition de survie pour eux-mêmes. Et si l'agriculteur veut que Agrial lui fasse des commandes, il faut qu'Agrial puisse déjà être dans une soutenabilité financière. Il s'intéresse aux énergies consommées, il s'intéresse aux emballages, il s'intéresse au transport, et tout ça, il faut certifier. Il y a une forme, j'aime peut-être pas le terme, c'est peut-être un peu fort, de vertu, mais pour le banquier, oui, il faut surtout regarder les indicateurs extra-financiers. Et pourquoi c'est important aussi, c'est que plus ces entreprises-là seront in bonis, si vous me passez l'expression, plus elles auront de vocation ou de capacité, passez-moi les néologismes à nouveau, à pouvoir faire des commandes au monde agricole, surtout pour celles de la chaîne agroalimentaire. Donc clairement, je vais peut-être vous sembler un peu rêveur ou emphatique, je pense que nous rentrons de plus en plus dans une économie partenariale pour ceux qui sont les plus avancés, ce qui n'est pas le cas de tous. Je ne voudrais pas passer pour un idéaliste entre les sources de financement et ceux qui se financent auprès d'eux, mais de partenariat là-dessus. Puis si vous me passez un dernier clin d'œil pour citer quelqu'un qui le dit pas trop mal, c'est un philosophe normand qui s'appelle Delatour, finalement entre le financier et l'extra-financier, c'est l'équation et l'adéquation. Et finalement, ce qui compte plus que mettre tout en équation, vous voyez bien que c'est vraiment pour le banquier aussi de comprendre l'adéquation entre sa chaîne amont, ses fournisseurs, et sa chaîne aval, ses clients, en l'occurrence le monde de l'agriculture. Merci beaucoup, Guillaume. De mettre en valeur effectivement le fait qu'aujourd'hui la durabilité n'est plus tant une option pour beaucoup d'entreprises, mais quelque chose qui va directement impacter les résultats financiers. Pour conclure ces échanges et avant de passer aux questions de la salle, on a une dernière thématique à aborder qui est pas des moindres, qui est le rôle des politiques publiques dans la mise en place des conditions nécessaires au déploiement des financements pour l'agriculture durable. Et donc là-dessus, je vais passer la parole à Kako Numbukpo, qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre, qui est avec nous à distance et qui patiente depuis tout à l'heure. Donc merci beaucoup Kako, commissaire pour l'agriculture, environnement et ressources en eau de l'UEMOA. L'agriculture aujourd'hui est largement sous-financée, notamment en Afrique. Et donc la question qu'on voudrait vous poser, ce serait d'avoir votre avis sur les leviers mis en œuvre par les États pour accompagner les agricultures, et en particulier les agricultures familiales dans cette transformation. Est-ce que les politiques publiques dans les pays de l'UEMOA sont en cohérence avec ces objectifs? Merci beaucoup, Élise, et merci aux organisateurs, en particulier à mes amis de la Fondation Farm. Peut-être deux constats avant de parler des pistes de solutions. Le premier constat, au fond, c'est le constat d'une grande injustice.
parce que, comme vous le savez, l'Afrique n'émet que 4% des gaz à effet de serre, mais représente 17% de la population mondiale. Puisque si on devait avoir un raisonnement linéaire, l'Afrique devrait émettre à minima 10. Puisque l'Occident pollue l'univers depuis des siècles, l'Afrique pourrait avoir beaucoup plus d'autorisation d'émission de gaz à effet de serre. Donc, mon propos n'est absolument pas d'aller dans ce sens-là, mais de dire simplement qu'en termes de solidarité internationale, il y aurait besoin de créer rapidement un fonds de convergence écologique pour que font des efforts avec les contributions déterminées au niveau national, mais ça ne suffira pas. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'en termes de constat, il y a un effort international à faire pour accompagner l'Afrique dans le processus, au fond, de promotion de son agriculture durable. Le deuxième constat qu'on pourrait faire, c'est le constat d'un conflit de temporalité. Parce que si je devais faire une boutade, je dirais, avant de faire du développement durable, il faudrait faire du développement. Keiko, peut-être pour poursuivre, ce serait bien de couper la caméra. On a des petites coupures et malheureusement, on a du mal à saisir tout ce que vous dites. Bon. Ça fonctionne toujours pas, malheureusement. On est, comme le soulignait Guillaume, on est en haleine parce que ça avait l'air très intéressant. Oui, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Peut-être que je pourrais résumer rapidement, ou bien vous n'entendez toujours pas. Là, c'est bon, c'est revenu. Là, ça revient un peu. Oui. Voilà, donc je disais que en dehors du premier constat d'une injustice internationale à réparer, il y a le problème, au fond, du conflit de temporalité. Et je disais que si je devais faire une boutade, je dirais, avant de passer au développement durable, il faudrait faire déjà du développement, ce qui n'est pas le cas. Parce que l'agriculture, qui représente 33% du PIB africain, et 60% de sa population active n'est absolument pas financée, puisqu'on n'a que 3% des crédits à l'économie qui vont à l'agriculture. Et en plus, dans ces 3%, vous avez 80% qui ne financent que le court terme. Or, comme vous le savez, le développement est un processus de long terme. Donc, il y a un enjeu de financement de l'agriculture, qu'elle soit durable ou non durable, qui me paraît fondamental. Alors, en termes de solutions, nous, à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous avons monté depuis 2006 un fonds régional de développement agricole, le FRDA, qui vise au fond 3 objectifs. Le premier, c'est pouvoir bonifier les taux d'intérêt pour les producteurs pour qu'ils puissent accéder à des prêts à des taux concessionnels. Le deuxième objectif, c'est financer le renforcement des capacités des producteurs pour qu'ils puissent avoir une part importante de la valeur créée par les chaînes. Et enfin, le troisième objectif, c'est investir massivement dans les infrastructures comme l'aménagement des bas-fonds pour la production agro-silvopastorale. Pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que pour faire le nexus, au fond, entre la promotion de l'agriculture durable et la nécessité de répondre à très court terme
aux besoins alimentaires d'1,3 milliard d'habitants, il y a un impératif, c'est la construction d'observatoires. Il faut absolument que nous sachions ce qui se passe. Et donc, dans mon département, nous avons construit 4 observatoires, donc dans le système d'information agricole régionale, l'observatoire régional du foncier rural en Afrique de l'Ouest, pour voir un peu ce qui se passe au niveau du foncier. Il y a beaucoup d'accaparements qui rendent la vie très difficile aux producteurs. 3, l'observatoire de la biodiversité des aires protégées, parce que ce que nous observons avec le réchauffement climatique, c'est que les populations sahéliennes se déplacent vers les forêts humides et les mangroves, mais en même temps, et c'est le rôle du 4e observatoire, l'observatoire régional du littoral ouest africain, du fait de ce même réchauffement climatique, les populations côtières qui fuient l'avancée de la mer vont vers l'intérieur des terres. Donc, la population africaine, sahélienne, se retrouve un peu prise en étau entre l'effort de migration vers les forêts humides et puis de l'autre côté, des populations qui sont riveraines des et enfin, du point de vue de la relance des politiques publiques, que l'essentiel des ressources puisse financer Kakou, on vous a perdu à nouveau. On va enchaîner sur la personne suivante. Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes que vous avez partagées, et notamment d'avoir souligné l'enjeu de la transition agricole en Afrique de l'Ouest, qui est bien sûr avant tout sur l'amélioration des capacités d'adaptation des producteurs. Gifty, à votre niveau, vous avez l'exemple concret du Burkina Faso. Que pouvez-vous nous dire sur les politiques publiques mises en place dans votre pays? Est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisantes pour impulser la transition agroécologique? Merci Elise. Il faut dire que le Burkina Faso a élaboré en 2023 une stratégie de promotion de l'agroécologie. Donc c'est un grand pas. C'est le fruit d'un long combat de tous les acteurs engagés jusque-là. Et nous travaillons pour que, parce qu'on a aussi là d'élaborer de très belles stratégies, mais nous devons être vigilants, présents, pour que cette stratégie soit traduite en réalité sur le terrain. Donc, on peut dire que le combat se poursuit. L'un des aspects que je vais aborder, c'est vraiment le rôle de l'État sur la régulation des marchés ou même des intrants. On voit que chaque année, vraiment, c'est des milliards qui sont fournis par l'État pour acquérir des intrants chimiques. Donc l'un des combats, c'est qu'une partie de ces ressources puisse contribuer à financer l'approvisionnement en intrants organiques. Donc ça, c'est un axe très important. Le deuxième axe, c'est les marchés institutionnels. Il faut dire que si je prends que le marché des cantines scolaires, c'est un outil, un levier pour vraiment développer l'accès au marché pour les petits producteurs ou des petites unités de transformation des coopératives de femmes. Et là, on peut dire qu'il y a eu un gros pas. En janvier 2017, il y a eu un décret gouvernemental pour prioriser les produits locaux et transférer ces marchés aux collectivités. Donc du coup, nous avons pu accompagner des coopératives de femmes à pouvoir accéder à ces marchés-là. Mais ce qui reste pour aller sur des produits plus durables, c'est qu'il n'y a pas d'exigence de qualité voilà, de produits agroécologiques. Et nous pensons que si ces exigences sont posées, ça va pousser vraiment les acteurs à privilégier des modes de production plus durables pour pouvoir accéder à ces marchés. Il faut dire déjà que ces produits sont confrontés à des questions de qualité tout court, hein, parce que il n'est pas rare de trouver que ces produits sont avariés, etc. Donc, alors que de prendre des produits locaux, c'était un gage
que les enfants aient accès à de l'aliment de qualité, mais on n'y est pas encore, donc on doit se battre pour que ces produits soient de qualité et qu'on aille au-delà des critères de taux d'humidité, de présence de déchets dans ces aliments pour questionner le mode de production de ces aliments. Et ça permettrait, ça serait un vrai levier pour booster vraiment le marché, les débouchés pour les agriculteurs, voilà, pour la production durable. Il faut dire que chaque année, pour les cantines, c'est 19 milliards que l'État débourse pour le marché des cantines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a adapté les produits, les aliments par région, parce que les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Si on prend le Sahel et le Nord, par exemple, il y a le lait qui est fourni aux enfants. L'idée, c'est que les enfants aient au moins un bon repas par jour. Et dans le Nord, ça va être le lait. Dans les autres régions, c'est le riz, ou c'est la tiquée, le manioc séché, etc. Donc, c'est vraiment un levier sur lequel nous voulons travailler. Merci beaucoup. Les pouvoirs publics, donc on le voit, peuvent avoir différents leviers d'action pour engager la transition agroécologique. Ils peuvent aussi avoir un rôle d'incitation pour la mobilisation de ressources financières privées. Et donc je vais repasser la parole à Francesca. La plateforme PARM accompagne les États dans la définition de plans d'investissement sur certaines filières agricoles, plans d'investissement qui visent en particulier l'implication de financeurs privés. Comment est-ce que, dans ce cas-là, l'analyse des risques met en avant le caractère, non pas risqué, mais au contraire rassurant de l'intensification agroécologique pour mobiliser ces investisseurs? Merci beaucoup pour la question. Donc, oui, effectivement, l'agroécologie rassure les investisseurs parce que c'est une approche méthodologique qui prend en compte plusieurs enjeux. Vous les connaissez tous, la conservation des sols, la gestion de l'eau, mais aussi tous les aspects à niveau de santé et de justice sociale qui sont propres du mouvement agroécologique. Donc effectivement, la PARM élabore en collaboration avec les gouvernements avec lesquels nous travaillons un plan d'investissement qui rassure, si je peux dire, ultérieurement les investisseurs parce que c'est le résultat de l'étude d'évaluation des risques que je mentionnais tout à l'heure. Donc, les plans d'investissement mis en œuvre mobilisent les fonds pour la mise en œuvre des outils de gestion des risques qui ont été identifiés a priori à travers une évaluation quantitative des coûts. Et notamment au Madagascar, le plan d'investissement dédie une partie entière, une composante entière à l'agroécologie. Mais ça s'est fait encore une fois avec un accompagnement pour les producteurs et tous les acteurs de la filière agricole sur qu'est-ce que signifie l'agroécologie. Donc j'insiste sur le fait que ce n'est pas seulement les producteurs, mais aussi par exemple les financiers, les acheteurs doivent connaître quel est le calendrier de production avec une approche d'agroécologie. C'est différent par rapport à l'agriculture conventionnelle, donc il faut préparer tous les acteurs de la filière. Et notamment, je disais, au Madagascar, le plan d'investissement prévoit la création d'un réseau de fermes de référence agroécologiques, notamment pour faire face à des risques phytosanitaires, mais climatiques, aussi d'accès aux intrants. Et on prévoit aussi la création d'un fonds de levier auquel on peut participer à condition que les bénéficiaires adoptent des pratiques agroécologiques ou qui quand même respectent certains standards à niveau social et environnemental. Donc ça, c'est les aspects qui rassurent fortement les investisseurs, qui résonnent beaucoup, par exemple, avec les investisseurs d'impact, mais pas seulement eux. Et donc la PARM propose d'utiliser l'agroécologie comme un outil holistique qui permet de faire face en même temps à différents types de risques. Bienvenue donc aux politiques publiques qui soutiennent la mise en œuvre
des outils de gestion des risques et qui permet évidemment d'avoir un impact à niveau social à travers, par exemple, le soutien à des projets de finances vertes et, comme je disais tout à l'heure, d'inclusion financière, à travers, par exemple, des subventions, des garanties, des prêts concessionnels. Et bienvenue aussi aux politiques publiques qui soutiennent le renforcement des capacités. Encore une fois, pour réduire les risques d'investissement. Et je termine aussi avec le cas en Tunisie, par exemple. Nous sommes en train de travailler sur les filières oléicoles céréalières et pour mettre de l'avant la production organique, qui pas seulement a certains avantages car on n'utilise pas des produits chimiques, mais ça résonne aussi bien avec les acheteurs. Parce que je vous promets que pour rassurer les investisseurs, il y a l'agroécologie, mais il y a aussi les acheteurs qui sont très importants et qui sont attirés par certains types de production comme la production organique. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Francesca et merci à tous les panélistes. On va passer à la session de questions-réponses avec la salle. Je vais passer la parole à Mathieu qui va orienter un petit peu les débats. Merci beaucoup Élise. Kako, on reste avec toi, la connexion est un petit peu instable, donc on va quand même essayer de revenir vers toi pour une question. Alors allez-y, levez bien haut vos mains. J'ai déjà, Abdoul, si tu veux bien, 2 questions devant, et j'ai vu une main aussi qui se levait. Ok, une question en haut, allez-y. Xavier Leprince, Université catholique de Lille, est engagé dans la formation agricole, donc c'est une question pour Guillaume Lefebvre peut-être. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la possibilité de former tout au long de la vie, donc objectif 4 des Nations Unies, en Afrique, voire en Inde, des entrepreneurs agricoles qui aujourd'hui sont un petit peu démunis par rapport à cette formation? Tout le monde ne peut pas aller à la grande université Mohamed VI pour faire un diplôme d'ingénieur agronome, et aujourd'hui c'est assez compliqué de trouver des accords et des financements pour la formation. Parce que la formation, c'est effectivement quelque chose tout au long de la vie, donc dans le temps long, et que dans la rentabilité, on va dire, des investissements, la formation est toujours le parent pauvre, alors qu'il faudra qu'on forme des millions de jeunes en Afrique qui ne demandent que ça et qui ne demandent pas forcément à venir étudier en Europe. Merci Xavier. On va prendre une question en haut. On reviendra vers vous, monsieur, juste après. Bon, voilà, je vous en prie. Oui, Jacqueline Mbessako, je suis cofondatrice de l'association Espérance de vie en Côte d'Ivoire et de l'association Inclusion internationale sur Bordeaux. J'arrive de Bordeaux aujourd'hui. Bien, ma question est surtout sur le financement. Nous accompagnons 400 femmes dans la région du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire, de Daloa qui est au sud-ouest et de la sous-préfecture de Théâple qui est à l'ouest. Ces femmes demandent une seule chose, être formées afin de pouvoir répondre au ODD numéro 2. Mais comment avoir des financements pour ces femmes qui sont pratiquement analphabètes, qui sont dans des endroits très reculés, et que quand les fonds arrivent, c'est déjà de grosses coopératives qui sont connues, qui ont ces fonds, elles n'ont pas accès à ces fonds, elles ne savent même pas que le mot ODD existe. Il faut leur dire. Et nous, on ne sait plus comment les aider parce que l'argent vient généralement de nos poches. Depuis 2020, on n'a pas de financement. Ma question, comment aider ces femmes? Dans la stratégie que nous avons adoptée, pas pour le financement, mais pour leur faire comprendre que répondre à éliminer la faim et la femme, je parle italien parce que je viens de l'Italie aussi, il faudrait d'abord utiliser ce que l'on appelle la médiation interculturelle, sociale et familiale. Parce que souvent, elles ne comprennent pas que les actes que vous mettez en place comme projet pilote, c'est pour elles. Elles ne comprennent pas pourquoi mon enfant de 10 ans ne doit pas aller à la plantation. Donc, on utilise cette pratique-là, mais elles ont besoin de formation. Comment moi, je peux les aider? Comment je peux faire? Parce qu'on n'a pas de droit au financement, elles n'ont pas de compte bancaire, elles n'ont rien. 400 femmes. Merci.
Merci beaucoup. Abdoul, on va prendre la question ici. Et on a une question à distance aussi avec Priscilla, juste en haut. Allez-y, monsieur. Merci. Et bonjour tout le monde. Je suis Pablo Giscard Ndjogou. Je viens du Gabon. Je suis président fondateur de l'association African Yokan et cofondateur de l'association Miroir Social basée à Nancy. Et j'aurais dû laisser la question parce que elle a presque été déjà évoquée par le précédent intervenant, mais je vais rester spécifique sur le cas du Gabon. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'agriculture, si vous essayez de taper sur Google une information relative à l'agriculture et le Gabon, on vous parlera du conflit homme-faune, parce que c'est une véritable guerre au Gabon. Et d'ailleurs, je suis ici cet après-midi pour porter la voix de cette jeunesse africaine qui est précarisée, marginalisée, parce que à cause des politiques qui ne sont toujours pas favorables au développement social. Et pendant très longtemps, on nous a parlé au Gabon de la protection de l'environnement en spoliant les populations villageoises pour leur retirer leurs terres au profit des pachidèmes, mais nous nous interrogeons sur la question de savoir pourquoi exclure le villageois qui a juste envie de faire sa culture pour se nourrir et saluer et applaudir ceux qui s'investissent dans la déforestation. Je ne vais pas citer des personnes ici, mais pour ceux qui sont suffisamment renseignés sur l'actualité africaine, ils savent qui sont ces exploitants forestiers en Afrique et qu'est-ce qu'ils font pour ces populations. Donc, pour moi, la question est de savoir, aujourd'hui nous parlons de financement parce que depuis très longtemps, nous écoutons à travers les médias internationaux des montants qui sont alloués aux pays du Sud pour la question de l'environnement. Nous voyons les grands pollueurs qui ont pris des décisions d'allouer un certain nombre de montants à ceux qui sont pollués, mais sauf qu'il n'y a pas d'impact de ces différents projets au niveau du Gabon. Et comme la dame le disait, on parle d'EDD, et ça c'est une utopie. Dans certaines localités, dans la majorité même des localités en Afrique, c'est une utopie. Et on a l'impression que c'est une affaire des Occidentaux et des Blancs pour nous retirer nos terres. Donc il y a un problème de communication et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cet incubateur African Yokan. Je suis ici également pour appeler parce que nous sommes fatigués de ces politiques menteurs et qui viennent souvent ici signer des chèques au nom du peuple, mais qui jamais ne les mettent à la disposition du peuple. Et nous voulons donc travailler désormais avec des philanthropes, des personnes qui tout simplement pensent qu'elles peuvent accompagner des initiatives sociales pour permettre à cette jeunesse et particulièrement les femmes de sortir de la précarité. Je vous remercie. Merci pour cette question. On va prendre... Vas-y Priscilla. Bonjour, une question du chat à l'attention de Kako, s'il nous reçoit. Les enjeux agricoles et environnementaux sont globaux. Et les producteurs dont parle Francesca ou Gifty sont aussi connectés ou impactés par les marchés internationaux. Les règles du commerce international vous paraissent-elles adaptées à la transformation durable des agricultures? Merci Priscilla. On va prendre encore deux questions, une avec monsieur, une avec Sophie, et allez, j'en ai une troisième là, et après on s'arrêtera. Si vous pouvez faire vos questions assez courtes pour que tous les panélistes aient le temps de répondre. Bonjour, je m'appelle Pierre Beau, je suis agriculteur en Normandie et je me rends tous les ans en Afrique pour accompagner les agriculteurs dans leur développement. Il y a un gros problème, il n'y aura jamais d'agriculture en Afrique de l'Ouest tant que le problème de l'acidité des sols ne sera pas résolu. Il faut savoir que pour que les plantes poussent et que les insectes se propagent, les vers de terre, il faut un pH de 7, et le pH en Afrique de l'Ouest est de 4,5. Donc tant que ce problème ne sera pas résolu par la Banque mondiale, parce que j'ai rencontré la Banque mondiale est venue me voir avec le ministre, et ils sont d'accord sur ce point-là, il n'y aura jamais d'agriculture, donc ça ne sera pas résolu. Donc je n'entends jamais parler à femmes, pourrait faire un sujet là-dessus, je pense, sur la fertilité des sols. Parce que les rendements en Afrique sont tout à fait trop faibles pour être compétitifs sur l'échiquier mondial des céréales, par exemple. Le maïs fait 2 tonnes hectares, alors qu'en France, on fait 10 tonnes hectares. Comment voulez-vous être compétitif? C'est le ministre qui avait réuni des agriculteurs à Pointe-Noire. Il y avait un agriculteur qui dit, mais monsieur le ministre, donnez-nous une dimension économique pour qu'on soit compétitif avec les importations. On est broyé par les importations.
Merci. Voilà, Merci, voilà monsieur. le problème de l'Afrique de l'Ouest. Je vous invite vraiment à rester parce qu'en plus on aura des réflexions sur cette question des sols et puis peut-être Catherine parlera aussi des projets. Il n'y a pas que l'acidité, il y a la CEC, la capacité d'échange cationique. Merci, on va par contre donner la parole à d'autres personnes si ça vous dérange pas. Voilà, juste derrière vous le micro. Merci. Restez avec nous pour écouter Andrea Metsa-Murillo qui va vous parler aussi de ces enjeux-là. On a une question avec Sophie et puis une dernière à ma gauche et après on reviendra sur Élise et le panel. Désolée de cette deuxième question, mais je brûle d'une question. Est-ce que, pour répondre aux objectifs de développement durable, est-ce que c'est pas possible d'intégrer plus des agriculteurs par le biais des organisations paysannes ou agricoles dans le processus de décision? Je vous disais, moi je viens de Franche-Comté, c'est là que sont nées la toute première caisse de crédit agricole au monde. C'est des agriculteurs qui l'ont créé pour des agriculteurs. Et ils avaient en tête des éléments de développement. Alors à l'époque, on ne parlait pas d'environnement, et cependant, ils avaient certainement dans la tête déjà cette notion à la fois d'économie sociale et environnement. Je vous invite à aller voir le film La ferme des Bertrands, où on voit que sur 3 générations, avant même qu'on parle d'agroécologie, d'environnement, les paysans avaient déjà ça dans la tête. Et comment dire, est-ce que dans ma région, il y avait cet esprit coopératif très fort. C'est là aussi qu'on est la première coopérative au monde au Moyen-Âge. En Afrique, il existe des choses très intéressantes autour des tontines, autour d'épargne collective, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, à plus petit niveau, d'accompagner, de renforcer ces mouvements-là, c'est-à-dire de s'adapter à la culture locale, comme les caisses de crédit agricole sont nées dans un pays à coopérative. Donc de renforcer ça, d'une part, et puis d'autre part, pour des systèmes de financement qui intègrent beaucoup plus de monde, d'arriver à ce qu'il y ait des agriculteurs dans les décisions, parce que c'est eux-mêmes qui vont savoir exactement comment faire pour vivre mieux de leur métier, mais aussi pour éduquer leurs enfants, mais aussi pour avoir une santé et en faire profiter toute la communauté. Merci beaucoup Sophie. On va prendre la dernière question de monsieur. Ce que tu dis résonne aussi avec la discussion qu'on a eue juste dans le panel d'avant avec le directeur général de ACBA, la banque en Arménie aussi. Comment est-ce qu'on crée ces organes pour les agriculteurs et par les agriculteurs? Allez-y monsieur. Merci de me donner la parole. Raymond Zaharia, ingénieur en retraite. Merci à la Fondation Farm pour tout ce que j'ai entendu d'intéressant aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup entendu parler de modèle économique, de marché, de rassurer les investisseurs. Mais je me pose la question, c'est une question qui ne concerne pas seulement l'agriculture durable. Dans la transition écologique, il peut y avoir des activités qui sont salutaires, qui sont indispensables, mais qui ne sont pas rentables. Et donc, c'est le rôle des pouvoirs publics de pallier ce qu'on pourrait appeler une défaillance de marché, dans la mesure où ces activités peu rentables mais indispensables ont des difficultés à être financées. Je veux dire que dans les 10 dernières années, la Banque Centrale Européenne, le système européen de banque centrale a dépensé 300 milliards par an pour assurer les marchés, pour mettre fin à la spéculation sur l'euro, le quantitative easing et compagnie. Moi, j'aimerais bien que le système européen puisse s'impliquer dans le financement des activités salutaires mais non rentables. Merci de m'avoir écouté. Merci, j'en suis sûr que Kako à distance aura envie de partager ses réflexions sur la question des communs. Peut-être on peut commencer, Élise, si tu es d'accord, par donner la parole à Kako, et puis après je vous propose tous de répondre à la question qui vous intéresse. On en a eu beaucoup sur la formation, donc Guillaume et Gifty auront de quoi dire, et puis également peut-être Francesca et Oliver sur les autres questions. Kako, on espère que la connexion va bien fonctionner et qu'on va bien t'entendre. Merci Mathieu. J'espère moi aussi que ça va beaucoup mieux. Peut-être 4 choses rapidement. La première, c'est à propos de la dame qui a parlé de l'initiative en Côte d'Ivoire, dans le Haut-Sassandra. C'est vraiment illustratif de ce que je disais dans mon propos. C'est-à-dire qu'avant le développement durable, il y a le développement tout court. Et donc, je crois que là, on a vraiment un enjeu d'aménagement du territoire, un enjeu de développement à la base et un enjeu de promotion des collectivités locales. Donc là, sinon, je souscris entièrement à son propos. Deuxième élément par rapport à la question des règles du commerce international qui ne seraient pas équitables. Bon, les réponses
Moi, j'en vois 3. Promouvoir les circuits courts, parce que pendant la pandémie de Covid, ce qui a sauvé l'Afrique, c'est quand même les circuits courts, hein, notamment l'agriculture maraîchère, périurbaine. Donc ça, ce sont des choses à promouvoir. Promouvoir au plan un peu plus macro la taxe carbone, parce que effectivement, il n'y a pas de raison d'accepter des importations qui viennent de milliers de kilomètres, alors que ce sont des productions qu'on pourrait développer. Et enfin, justement, le consommer local, qui est un des axes très forts de la commission de l'UEMOA. Alors, il reste 2 choses par rapport à la question de la fertilité des sols et des pH. Je crois qu'il y a un enjeu plus global d'enrichir le référentiel technique avec les itinéraires techniques qu'il faut suivre, l'accompagnement des producteurs, la recherche. Vous en avez parlé tout à l'heure, qu'on ait la maîtrise de l'eau, parce qu'un des soucis que nous avons aussi, c'est nous n'arrivons pas à stabiliser l'offre agricole d'une année à l'autre, et c'est très compliqué après. Et Gifty l'a dit à propos du Burkina, mais je crois qu'on peut généraliser à toute l'Afrique subsaharienne. On n'arrive pas à structurer les marchés, notamment des produits vivriers, parce qu'au fond, l'offre agricole est très instable. Et lorsqu'on parle de défaillance du marché, et comme le dernier intervenant l'a dit tout à l'heure, moi j'aurais envie de rajouter les défaillances de l'État, parce que toute la difficulté que nous avons en Afrique et qui me conduit, moi, à beaucoup travailler sur les communs, c'est que nous avons une double défaillance, une défaillance du marché, mais aussi une défaillance de l'État africain. Ce qui fait que l'action collective, les communautés à la base, les questions de passage à l'échelle, nous sommes obligés vraiment de les promouvoir pour essayer de construire une forme de développement durable endogène. Merci. Merci beaucoup, merci Kako. Et en plus, la connexion était parfaite, donc c'est une chance. Merci beaucoup à toi Kako d'avoir pu trouver du temps pour participer à cette table ronde. De manière très originale, je vous propose que vous preniez chacun la parole pour répondre aux différentes questions. Guillaume, tu veux commencer? On a encore une petite 8aine de minutes devant nous. Oui, mais je vais aller vite. Bon. Alors moi, je vais m'adresser à mon collègue de l'Université de Lille. Ça fait on se connaît pas, mais on est. Je pense qu'il y a une résonance. Excusez-moi, j'ai regardé mon téléphone parce que j'avais en mémoire justement une citation de Mandela, mais je me rappelais plus exactement par cœur. Donc, je me suis permis de regarder sur Google, et c'est une des très belles citations de Mandela qui dit l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est tout simple, mais ça dit tout. Alors la formation, pourquoi, et la formation, comment? La formation, pourquoi? Avec à nouveau un peu de malice. La formation, c'est pas le cœur de métier des agriculteurs. Le cœur de métier, c'est pas le cœur de métier des banquiers non plus, la formation. J'ai beau être le représentant de l'organisme de formation de cette banque, enfin du Crédit Agricole, c'est pas le cœur de métier. Le cœur de métier des agriculteurs ou le cœur de métier des banquiers, c'est de produire des actifs corporels dans leur sphère de compétences. Les banquiers, l'actif corporel des banquiers, c'est d'aider les gens à accéder à la propriété ou placer leurs actifs corporels. Le cœur de métier des agricultrices et des agriculteurs, c'est de produire de la matière agricole, etc. Alors évidemment, c'est un peu provocateur ce que je dis, parce qu'effectivement, la formation n'est pas le cœur des métiers, mais sans formation, il n'y a rien qui se passe. Le rôle de la formation, c'est de s'occuper des actifs incorporels qui produisent des actifs corporels. Et en ce sens, je pense comme vous, monsieur, que la formation n'est pas le cœur de métier, mais au cœur des métiers. Et ça a d'ailleurs été dit dans un des témoignages tout à l'heure sur les ODD, etc., que je parlais de cause première tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un socle essentiel. Pourquoi? Et je me permets une petite nuance, une petite différence sur les ODD, ça me semble quand même important de les mobiliser, même si ça peut sembler un peu elliptique sur le terrain de parler des ODD. Et c'est beaucoup moins elliptique de parler de l'acidité des sols. C'est que la formation, finalement, ça sert à renforcer les savoirs pour appliquer les choses qui sont invariantes, les savoirs invariants. Et il y a d'énormes, vous le soulignez très bien, et je vous donnerai
tout petit soupçon très modeste de solution tout à l'heure, ou de proposition pour l'Afrique. Mais la formation, et c'est pour ça que les ODD sont là, c'est sur la formation, c'est non seulement appliquer les savoirs invariants, mais c'est aussi essayer à la transformation et à l'adaptation des choses qui sont variantes, parce que monsieur il a fait référence, monsieur en plus vient de Normandie, une région qui m'est chère, sur l'acidité des sols, bah, c'est quelque chose qui est une tendance nouvelle avec laquelle il faut faire. Ça peut être aussi, moi j'ai exercé dans les pays nordiques, des nouvelles techniques qui sont des techniques d'irrigation par la 5G pour des pays désertiques. Donc la formation, c'est ça aussi. Alors, une fois qu'on a dit ça, on s'est plus intéressé au pourquoi qu'au comment. En ce qui concerne l'IFCAM que je représente, on est en train de nouer un partenariat avec une autre fondation du groupe Crédit Agricole, c'est la fondation Gramine, qui envoie des banquiers solidaires, et on a en ce moment une mission qu'on est en train de préparer. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est très humble et très modeste, pour envoyer des pédagogues, ça pourrait être quelqu'un comme moi à la limite, non pas pour faire de la formation sur le continent africain, mais pour former des organismes à mener des politiques de formation, parce que sur le quoi ils savent bien mieux que nous. Nous, on a une capacité pédagogique, retenir l'attention, la cognitivité des apprenants, etc. Je pense qu'on a, comme monsieur d'ailleurs, à l'Université de Lille, on a un savoir-faire en la matière, mais sur le comment, on ne l'a pas. Donc on peut vraiment les aider à structurer des politiques, accompagner des politiques de formation. Et encore mille merci pour votre question. Merci. Merci Guillaume. Je te propose de passer le micro à Francesca. Certaines questions auxquelles tu pourras répondre. Oui. Très brièvement, pour ne pas lever la parole aux autres, merci. Et je voulais répliquer à la dame qui disait justement comment impliquer les femmes, comment les former si on n'a pas énormément de fonds ou pas de tout. Je me permets de faire juste un petit exemple par rapport à notre expérience. Donc, ce que la PARM fait, nous faisons une formation de formateurs, évidemment en utilisant l'expertise locale en première et en deuxième phase, et une formation sur notre méthodologie. Et il s'agit de formation de formateurs. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, encore une fois, au Burkina Faso, une coopérative, une organisation de producteurs, de productrices, qui a participé à notre formation. Quelques mois d'après, à l'occasion de la journée de la femme rurale, le 15 octobre, ils ont organisé des activités de formation et ils ont fait une restitution de la formation obtenue. Donc ça s'est fait avec des budgets vraiment modestes, je dois dire. Ils ont été capables de former environ 80 femmes. Donc c'est un transfert de formation, c'est une option quand on n'a pas des gros fonds à gérer. Mais bon, c'est juste une goutte qui peut-être peut vous aider. Nous pourrons aussi en parler en bilatéral. Deuxième question, c'est comment impliquer les organisations de producteurs et productrices. Et vous êtes certainement au courant qu'au même moment que nous sommes ici, il y a à Rome le Forum mondial pour l'organisation des producteurs, donc Farmer Forum, pardonnez-moi l'anglais. Et c'est vraiment un forum qui donne la voix aux fermiers. Donc c'est 100% organisation des producteurs qui vient de tous les coins du monde. Et en plus, dans notre petit, à l'intérieur de la farm, évidemment, les organisations des producteurs sont toujours invitées en premier. Et pas seulement pendant la formation, mais aussi au cours de nos études d'évaluation des risques, pour qu'ils puissent donc nous signifier leurs priorités. Et une fois qu'ils nous partagent leurs priorités dans leur filière agricole, ça contribue à l'élaboration des plans d'investissement qui ensuite peuvent être financés par le gouvernement pour répondre aux besoins qui nous ont été signifiés à l'occasion par les organisations des producteurs. Voilà, ça c'est juste notre petite contribution là-dedans. Je passe la parole à... Merci Francesca. Ok, merci beaucoup. Je vais citer aussi un penseur burkinabé qui est Kizerbo, qui dit qu'on ne développe pas, on se développe. Et aujourd'hui, le défi de la formation, pour moi, c'est vraiment amener les personnes à être des acteurs de leur propre développement. Et il faut dire que des solutions qui reposent sur l'État, les États,
si je n'y crois pas trop, c'est pas qu'il n'y a pas de volonté politique, c'est que nos États sont confrontés à beaucoup de défis. Quand je prends chez nous les défis sécuritaires et humanitaires, donc il y a quand même quelques approches alternatives très intéressantes à petite échelle, comme le rentage dont vous avez parlé. Aujourd'hui, on a le système Souma, je parle à ma sœur de la Côte d'Ivoire, où les femmes, au lieu qu'elles fassent les tontines et qu'elles se répartissent équitablement à tour de rôle, elles mettent l'argent ensemble et celle qui a besoin de financement, qui prend et qui rembourse après, avec un peu de marge, et ça permet vraiment à la cagnotte d'augmenter au fur et à mesure. Et c'est un système qui commence à inquiéter les microfinances parce que de moins en moins les femmes ont recours, enfin dans les zones où ça marche bien, aux microfinances. Il y a aussi dans certains pays où il y a eu une réforme des systèmes de conseil agricole, la mise en place de fonds de financement de formation et de conseil, grâce à des prélèvements sur les importations et les exportations de produits alimentaires. Il y a aussi les organisations paysannes qui sont des acteurs clés dans le financement, qui font de l'agrégation des produits, de la vente groupée et qui arrivent à financer le conseil agricole à travers ces moyens-là. Donc il y a vraiment des petites solutions à petite échelle qui, avec de l'accompagnement, peuvent avoir plus d'impact et s'épandre. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Gifty. Et donc le mot de la fin pour Oliver. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que le sujet de notre conversation, c'est beaucoup plus que les conditions nécessaires pour le déploiement de financement. Et pour pouvoir avoir cette condition meilleure, il faut que le mécanisme d'opportunité pour financement soit rendu simple. Moins de bureaucratie, parce que c'est vrai que rien que parfois, les sources de financement, rien que remplir le application form, c'est déjà compliqué. Et donc les organisations paysannes, par exemple, qui ont besoin, ne comprennent même pas comment remplir le papier. Ensuite, même si on a obtenu le financement pour faire le reporting, etc., c'est tellement compliqué. Donc pourquoi faire compliqué pour faire simple? Je pense que ça c'est vraiment essentiel pour que les gens qui sont censés accéder au financement peuvent accéder, parce qu'on rend le système, le mécanisme beaucoup plus simple. Et puisqu'on est dans le système universitaire, je ne peux pas ne pas citer de revisiter aussi, de revoir le système d'éducation, c'est-à-dire de revisiter le curriculum pour l'agriculture. Il y avait un paysan qui parlait tout à l'heure, maintenant on parle de 2050, mais le futur agriculture, le conseil agricole n'ont pas d'informations qu'on a actuellement. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment, c'est essentiel de revisiter le système d'éducation. Le système de recherche, le paysan, c'est souvent l'objet de recherche, ils ne sont pas l'acteur de recherche. Je pense que c'est vraiment important aussi de souligner cette dimension-là, de faire enseigner des étudiants, de chercheurs, de faire leur recherche autrement. Parce que sinon, on va toujours dans le business as usual, ça ne va pas changer d'ici 2025. Merci. Merci beaucoup. Merci Oliver. Je pense qu'on peut vous applaudir tous.